Ce qui me captive dans la science-fiction, c'est le goût de l'étrange. L'étrange se situe un peu plus loin que l'inconnu. L'inconnu, c'est ce que nous ne savons pas. L'étrange, c'est ce que nous ne soupçonnons pas. L'avenir ne nous est pas juste inconnu, il nous est insoupçonné. Ce n'est pas le manque de savoir qui nous le rend obscur. Dans un monde déterministe, le savoir suffirait à la prédiction. Mais notre monde est tissé dans des entrelacs de chaos et de probabilités. Et même des prédictions à 1 an s'avèrent aléatoires. Pour compliquer le tout, nous ne sommes pas étrangers à notre futur. Notre société est gourmande en prospectives de tout genre. Et là, patatras. La prédiction historique est un système chaotique à boucle rétroactive, un peu comme la bourse. Si nous pouvons anticiper un avenir probable, nous pouvons modifier nos actions pour réformer cet avenir. Et du coup, l'avenir anticipé n'existera jamais. Nous voilà bien avancés. Et si nous avions un gros puits de gravité qui nous fasse glisser dans la trame de l'espace-temps et nous ramène à 2050, que verrions-nous ? Serions-nous dans l'inconnu ou serions-nous dans l'étrange ? Serions-nous capables de comprendre ce que nous voyons spontanément ? Je crois que nous tenons là un bon critère. Est-ce que nous partageons avec les gens de 2050 le même univers mental, le même univers fictionnel ? Comprendre l'avenir, ce serait comprendre les récits des hommes de l'avenir. Mais quels peuvent être ces récits ? Et surtout, en quoi les récits sont-ils le meilleur vaisseau pour nous conduire jusqu'à demain ? Les hommes sont ce qu'ils disent. Cela peut paraître un peu contre-intuitif. Pourtant, ça fait 70 000 ans que ça dure. Il y a 70 000 ans, Homo sapiens fait une invention considérable. Il n'invente pas le langage. Les animaux ont leur langage, les autres hominidés avaient leur langage. Homo sapiens invente la fiction, le récit. Avec la fiction, Homo sapiens gagne quelque chose également de considérable, une suprématie sans partage. Comment ? Par une coopération de masse. Avant le récit, il y a le commérage. Le commérage est un système extrêmement efficace pour créer et entretenir une cohésion de groupe d'une centaine d'individus. Il permet de savoir qui est l'ennemi de qui couche avec qui tient ses promesses et qui triche. Mais au-delà de 150 individus, ça ne marche plus. On perd la connaissance de l'intime. Au-delà de 150 individus, il faut le récit. Et avec le récit, Homo sapiens devient capable de s'organiser en bandes de 200, 500, 800 individus. Et tous les autres hommes se couchent. L'homme de l'île de Florès, l'homme du lac Rodolphe, l'homme de Denisova, en Sibérie, Néandertal. Le récit permet la coopération avec des inconnus, sans besoin de connaissances intimes. Il permet de concevoir, de décrire ce qui n'existe pas, ou ce qui n'existe pas encore. Non seulement des avenirs probables, mais des avenirs insoupçonnés, des futurs divergents, disruptifs. Avec le récit, Homo sapiens a mis un volant sur le moteur de l'évolution. Et avec certains récits, il a mis dans ce moteur de l'hydrogène, le carburant des fusées. Alors les récits, ce ne serait pas que de l'imaginaire. Nous nous plaisons à distinguer ce qui est réel de ce qui est imaginaire. Le réel, c'est simple, c'est le monde sensible, ce que nous pouvons toucher, voir. Ce sont les rivières, les montagnes, les couchers de soleil, et puis ce que nous construisons, les trains, les panneaux publicitaires. Mais qu'un alien débarque dans l'une de nos villes, et croyez-moi, il ne comprendrait pas grand-chose. Pour comprendre ce que nous voyons, il lui faudrait d'abord écouter ce que nous nous disons. Il lui faudrait partager nos récits. Mettons-nous un instant dans la peau de cet alien, ou plutôt dans sa tête. Est-ce que nous continuerions de croire qu'il existe réellement quelque chose comme Nestlé ? Quelque chose comme les droits de l'homme,
des républiques, des cimenteries, des dollars. La réalité, c'est que toutes nos constructions, nos organisations, nos coopérations sont des intrications complexes de récits. Nestlé est une fiction, Noël est une fiction. Un de mes professeurs de droit avait coutume de dire « J'ai rencontré des agents publics, des comptables publics, des fonctionnaires de toutes sortes, mais je n'ai jamais rencontré l'État. Je ne sais pas ce qu'est l'État. » Eh bien, l'État est une fiction. La France est une fiction, ainsi que le sont nos territoires, nos frontières, mais également nos maisons, nos métiers, et jusqu'à nos propres noms. Nous n'habitons pas dans des villes ou des pays, nous habitons dans nos récits. Que nous cessions d'y croire et tout s'écroule. Et pourquoi est-ce que nous continuons à y croire ? Eh bien parce que nous y avons sacrément intérêt. Car qu'est-ce qui fait un bon récit ? Un bon récit, c'est une création mentale qui nous donne un avantage respectif. C'est une fiction avec laquelle l'homme coévolue pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est la reproduction et l'expansion du récit et de l'homme qui le porte. Le pire, c'est l'oubli. C'est facile, c'est comme pour les gènes. Un bon récit se transmet parce qu'il nous donne un avantage évolutif. D'ailleurs, un biologiste célèbre, Richard Dawkins, a donné un nom à ce phénomène. Les mèmes avec un E accent grave. Mème, gène, génétique, mémétique. La mémétique étudie la coévolution de l'homme et de leur récit. Maintenant, réfléchissons. Cette coévolution, si elle vient du monde du vivant, eh bien, on va y retrouver des caractéristiques. Par exemple, comme dans le monde du vivant, la différence est fertile. L'équivalent du sexe dans le monde des récits, c'est la dialectique, la dissonance cognitive. Comme pour les gènes, les récits se transmettent. Ils se reproduisent, ils mutent. Certains sont récessifs, d'autres dominants. Avec les récits, nous sommes donc capables de coévoluer en nous organisant et en coopérant dans des nombres de plus en plus grands. Nous sommes de plus en plus nombreux à coopérer ensemble. C'est la raison pour laquelle les bons récits, les plus efficaces, tendent à converger vers l'unité. En dépit des résistances parfois très violentes de récits partiels ou locaux, les bons récits convergent vers de grands récits universels. Nous y voilà. Pour aller à 2050, nous devons trouver de grands récits universels qui nous permettent de coévoluer jusque-là. Alors, quels peuvent être ces grands récits ? Il y en a sûrement un très grand nombre. Je vous en propose 3. Le premier de ces récits, de ces grands récits universels, c'est presque l'idéal type de la fiction. C'est celle qui a gagné le cœur de tous les hommes. Tous les hommes en veulent parce que tous les hommes y croient. Tous les hommes y croient parce que tous les hommes en veulent. C'est la monnaie. Les sorciers des temps modernes, ce sont les banquiers. Avec 0,8, ils peuvent créer 10. Les banquiers savent très bien que la monnaie est une fiction. C'est la raison pour laquelle ils ne misent pas sur la monnaie, sur l'argent, mais sur la croyance que nous avons dans le futur de cet argent et qui fait que l'argent est bien de l'argent. Pour miser, il leur faut des cotations. Coter, c'est quantifier la quantité de croyances que nous avons dans cette fiction d'avenir. Et si la monnaie, qui est le récit le plus fluide et le plus universel, montrait le chemin ? Et si les banquiers avaient un coup d'avance ? Pour mesurer nos actions aujourd'hui, l'unité temporelle est d'ordinaire le mois ou l'année. Bilan mensuel, trimestriel, annuel pour les entreprises, on vote tous les 4 ou 5 ans pour apprécier la crédibilité d'une action politique. Et si l'évaluation de nos actions collectives se faisait en continu, en permanence, il nous faudrait alors tout coter et dans tous les sens. Nous pourrions coter, noter nos voisins, nos politiques,
nos fournisseurs, nos clients, des passants. Nous pourrions donner dans un restaurant non seulement une cote à la cuisine, aux serveurs, mais également à nos voisins de table. Ce ne serait plus le supérieur hiérarchique qui apprécierait un an de travail, mais au jour le jour, toutes les personnes, tous les professionnels avec lesquels nous collaborons en continu. Toutes les actions collectives invisibles, aujourd'hui, apparaîtraient. Un exemple de l'émergence de ce récit, de ce grand récit, Uber, vous savez, les concurrents des taxis, c'est la principale valeur ajoutée d'Uber. Les conducteurs notent leurs clients et les clients notent leurs conducteurs. Alors, bienvenue en 2050. À ce temps, toutes nos actions collectives seront cotées en permanence par les uns et par les autres. Cette co-évaluation des actions nous permettra de nous apprécier en permanence et pourra même être une source de revenus. Pour le meilleur et pour le pire. L'autre grand récit universel que je veux vous proposer, c'est un récit politique et c'est le retour d'un grand géant oublié. Fernand Braudel a donné un nom aux économies florissantes du passé, les cités-États italiennes de la Renaissance, la Hanse, la Grande-Bretagne et ses colonies, l'économie monde. Et jamais ce nom d'économie monde n'a été aussi pertinent. Tous les hommes aujourd'hui vivent dans l'économie monde, la même économie monde. Et que faut-il pour gouverner un tel monstre ? Il faudrait une fiction qui soit capable de maintenir la paix, car dans une économie monde planétaire, la paix est plus rentable que la guerre et ses pillages. Il faudrait une fiction politique qui soit inclusive et polyculturelle, afin que toutes les cultures l'acceptent en dépit de leurs différences. Cette fiction politique existe. Elle a même gouverné la plupart des hommes depuis 2500 ans. Cette fiction, c'est l'Empire. Et voilà le retour d'un grand géant oublié. L'Empire maintient la paix dans son territoire, il est inclusif et polyculturel. Le récit, l'avenir de 2050, ce pourrait être un récit mutant de la Pax Romana et du Code Hammurabi. Des signes d'émergence de ce récit, les grands accords commerciaux internationaux, ne sommes-nous pas en train de coopérer internationalement pour taxer l'air et changer le changement du climat ? Les grands empires du passé se sont créés par la force des armes. C'est peut-être là qu'il y aura un changement avec l'avenir. Seule la fiction bâtira l'empire qui vient. Le troisième grand récit universel, c'est la possibilité d'une rupture. Et cette rupture pourrait provenir d'une révolution. La révolution d'un récit très particulier qui est la science, et c'est la révolution biologique. Pour les biologistes, notre cerveau, nos émotions, sont des systèmes biochimiques qui sont issus de millions d'années d'évolution. Mais nous avons un problème. Nos gènes sont restés à l'époque, la longue époque, des chasseurs-cueilleurs nomades. L'époque où les graisses et les sucres étaient rares. L'époque où nous pouvions marcher de longues heures dans une même journée, et nos gènes ont fait de nous d'incomparables marcheurs. Mais notre monde moderne nous conduit à rester assis des heures durant devant des écrans d'ordinateur et à manger des barres chocolatées. Nos gènes ne sont plus adaptés à nos fictions modernes. Mais un récit et une pratique, l'ingénierie génétique, nous donne la possibilité aujourd'hui de modifier non plus nos mêmes, ce que nous faisons depuis 70 000 ans, mais directement le code source de notre patrimoine informatif, nos gènes. Alors, quel avantage comparatif pourrions-nous en tirer ? Nous pourrions réaliser un grand aggiornamento
génétique, faire correspondre nos gènes à nos fictions modernes, ou réinventer un génome pour qu'il corresponde à des fictions futures. 4/5 de la surface planétaire, c'est de l'eau. Pourquoi ne pas devenir une créature aquatique? Nous pourrions changer, transformer la formule du bonheur. Cette formule, en biochimie, nous la connaissons. Sérotonine, ocytosine, dopamine. Pourquoi ne pas faire correspondre la libération de ces hormones à, par exemple, une expérience de coopération pacifique? Et en quoi cela serait-il moins choquant que l'association actuelle avec, par exemple, la pêche d'un poisson? Nous pourrions également nous donner plus de temps. Ah ça, c'est un récit en cours. En 2050, un grand nombre de chercheurs considèrent qu'existeront les premiers hommes amortels, qui ne mourront plus par vieillissement. On a donné un nouveau nom à ce récit, le transhumanisme, mais en réalité, c'est le plus vieux récit du monde, la quête d'immortalité de Gilgamesh. Mais ce que l'ingénierie génétique a de plus intéressant à nous apporter, c'est une véritable rupture, un futur totalement divergent. Revenons une dernière fois en arrière. Il y a 12 000 ans disparaît l'homme de l'île de Flores. Il y a 30 000 ans de Néandertal. 40 000 ans, l'homme de Denisova. Et si l'extraordinaire n'était pas de recréer le mammouth et le dinosaure, mais Néandertal? Imaginez un peu le tableau. Nous pourrions co-évoluer dans ce monde à côté de nos frères et de nos sœurs humains non sapiens. Pour la première fois depuis 12 000 ans, Homo sapiens ne serait plus le seul représentant de l'humanité. Nous pourrions faire un bond génétique par la simple reproduction naturelle avec eux. Nous pourrions partager avec eux nos fictions et voir quelles sont leurs propres conceptions, leur propre façon de réinventer nos mêmes. En 2050, l'humanité atteindra un plafond démographique de 10 milliards d'individus. Pour la première fois, ce ne sera plus le nombre qui sera l'avantage évolutif, ce ne sera plus la quantité d'hommes, mais la qualité d'hommes. C'est un récit très étrange. Personnellement, c'est celui que je préfère. C'est le récit de l'altérité humaine. Il dit « L'humanité sera plurielle, nous ne serons plus jamais les seuls sur cette planète et nous ne serons plus jamais les mêmes. » Je vous remercie.